Bonjour à tous, je suis Marc Lénon, donc en charge de la société Hightech Imaging à Brest. Donc merci aux organisateurs de nous permettre de présenter nos travaux. Donc je vais vous présenter le développement d'une approche de carto et de suivi des ceintures algales par imagerie spectrale qu'on a mis en place et qu'on a pour le parc marin d'Iroise. Voilà, donc c'est un travail collaboratif qui a été fait par moi-même avec mon collègue Alexandre Guyot qui a implémenté les méthodes et qui n'a pas pu se rendre présent aujourd'hui, donc il s'en excuse. Et en collaboration avec nos collègues de Gaïa Terre Bleue, Didier Gros-Demanche, et du Centre d'études des milieux ouessantins, Franche-Queneau en l'occurrence, pour la partie terrain naturaliste. Voilà, donc le contexte de ce projet-là, à la base, c'est le parc marin d'Iroise qui souhaitait mettre à jour la carte des habitats intertidaux, dont la dernière version datait de 1967, donc qui avait plus de 50 ans. Donc c'est des cartes qui ne sont pas remises en état tous les jours, avec donc un premier volet sur la remise en état des cartes d'habitat sur Molène, l'archipel de Molène et la côte nord du parc en 2020, qu'on a fait en collaboration avec un bureau d'études qui s'appelle TBM. Et puis la deuxième partie du programme qui s'appelait Chameau, donc cartographie des habitats marins autour de l'île d'Ouessant, en 2022-2023, qu'on a fait en collaboration avec Gaïa et CEMO. C'est de ça en particulier que je vais vous parler. Et donc, nous, la question qu'on s'est posée dans ce projet, donc c'était un projet assez opérationnel, carte des habitats, on prend des images SAT ou des images aériennes, on fait des polygones, on va sur le terrain, on labellise, enfin voilà. Et nous, on s'est posé la question de savoir quel serait l'apport de l'imagerie spectrale dans ces méthodes de carto. Est-ce que ça pourrait faire évoluer un petit peu ces méthodes-là? Quel serait l'apport potentiel de ces données? Est-ce que c'est complémentaire avec des approches classiques? Voilà. Donc, c'est les questions auxquelles on a essayé de répondre dans ce projet. Donc, pour ça, on a acquis d'abord des données aériennes, hyperspectrales, donc dans une gamme visible proche infrarouge, donc entre 400 et 160 nanomètres, avec un grand nombre de bandes spectrales. On est ici sur 160 bandes. On a utilisé plusieurs résolutions spatiales pour essayer de voir un petit peu quelles étaient les meilleures, 50 cm, 75, 1 mètre, pour voir quels étaient les meilleurs compromis. On a centré toutes nos acquisitions sur les basses mers de Vivo, avec donc des coefs qu'on a essayé de maintenir au-dessus de 95. Ça n'a pas toujours été possible, mais en tout cas des gros coefs pour avoir le maximum d'estrans découverts. Et ensuite, à partir de ces données, on a toute une étape de pré-traitement dont je ne vous parlerai pas ici, qui consiste à corriger les données acquises par un vecteur, donc typiquement des données de luminance, en des données de réflectance au sol, qui sont la donnée qui va être utile pour le traitement. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, un rendu sur Ouessant, sur lequel on a gardé uniquement la partie côtière qui nous intéresse. Donc c'est 30 lignes de vol, c'est environ 2 heures de vol autour de la basse mer, ici un coef 93 en juin 2022, pour une résolution de chaque pixel de 75 cm. Voilà, il y a un traitement avec une grosse chaîne de traitement qu'on a à Hightech, qui s'appelle IPIP, qui permet de faire toutes les corrections géométriques et atmosphériques de ces données. Donc le jeu de départ, c'est vraiment ça. Et une autre visualisation possible ici sur l'archipel de Molène, donc c'est 36 lignes de vol cette fois, acquises par un coef de basse mer plus important, de 108 en mai 2020, avec différentes résolutions, 1 mètre sur l'ensemble de la zone, et puis des zooms sur certaines îles particulières, comme Kemenes en particulier, à 50 cm pour faire des traitements plus précis, et le même type de pré-traitement de surface IPIP. Voilà. Ensuite, on a collecté, alors ça, c'est pas uniquement dans ce projet, on a une collaboration avec le parc marin qui date de nombreuses années. Donc, au fil des projets, on collecte des données de spectroscopie sur le terrain pour construire une librairie spectrale qui, aujourd'hui, comprend environ 300 cibles et 1500 entrées dans cette librairie, et qui, en fait, est représentative des écosystèmes ou des ceintures algales des écosystèmes tempérés. Donc, on a vraiment une collection d'informations, là, tout à fait importante, avec évidemment tous les types d'algues présents dans les ceintures, quelques algues assez rares particulières, mais ce n'est pas l'objet principal de la librairie, mais surtout l'évolution de la réflectance en fonction des stades phénologiques ou en fonction de la saison, pour essayer d'évaluer aussi l'évolution de ces signatures spectrales au cours de la saison et dans quelle mesure elles peuvent être utilisées pour traiter des données de télédétection. Donc l'idée ici, c'était de mettre en place une stratégie de traitement qui justement casse un petit peu les codes de la carto classique dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui au lieu de se baser sur de la vérité terrain, ce qu'on appelle typiquement aller sur le terrain, prendre des labels, etc., se base uniquement sur la librairie spectrale, c'est-à-dire sur les connaissances
des caractéristiques spectrales fines acquises sur la librairie. Donc c'est ce qui a été fait, et donc du coup, d'où l'intérêt d'avoir cette librairie importante, mais qui est collectée une fois pour toutes et qui est une connaissance qui peut être capitalisée, compilée. Donc à partir de l'étude de cette librairie, on est capable d'extraire des informations directement de l'information spectrale de l'image sans passer par toutes les étapes de vérité terrain. Donc on a mis en place ce type d'approche avec une approche hiérarchique qui commence par séparer eau, minéraux, végétaux. Puis dans les minéraux, on va aller chercher les rochers, les galets, les sables au niveau 2. Dans les végétaux, les algues brunes, rouges et vertes. Puis ensuite, au niveau 3, on va passer à l'étape espèce dès qu'on peut, ou au moins ceinture. Et au niveau 4, on va intégrer de l'information auxiliaire, typiquement de l'information topographique ou bathymétrique, d'étagement, pour intégrer l'information d'étagement dans la carte. Voilà, et donc on arrive in fine à des cartos qui extraient le maximum de l'information de télédétection, mais qui ne vont pas jusqu'à une carto avec des typologies classiques voilà, d'habitat de type Nice, etc. Donc les typologies réglementaires ou utilisées par la communauté, puisque ces typologies-là sont vraiment des typologies expertes qui intègrent éventuellement de la donnée d'observation, mais aussi de la donnée d'expertise. Ici, on essaye de mettre en place une méthode uniquement basée sur les images, donc on n'est pas capable d'aller jusqu'à ces typologies-là qui ne sont pas adaptées aux outils de détection. Voilà. Donc, dans les approches d'analyse spectroscopique qu'on a utilisées, on va aller chercher des caractéristiques liées aux pigments d'abord, pigment rouge, pigment vert, pigment brun, puis on va aller chercher des caractéristiques spectrales liées au type de couvert. Si c'est un couvert de fucus ou un couvert de, je sais pas, d'algues vertes, c'est pas les mêmes structures de couvert. Donc tout ça, ça a des caractéristiques biophysiques et spectrales particulières qu'on va extraire. Ensuite, il y a toutes les contraintes liées à l'acquisition. Donc, on a des contraintes de variation d'éclairement, de stades phénologiques qui vont évoluer dans la saison, mais avec des caractéristiques, par exemple, pigmentaires qui ne vont pas changer. C'est-à-dire qu'on peut, en tout cas, qui vont évoluer, mais qui ne vont pas changer, notamment de gamme spectrale. C'est toujours les mêmes pigments qui évoluent. Voilà. Et puis, des problèmes de complémentarité ou de mise en relation entre la spectro sur le terrain et l'image. Donc, on est sur des mesures à différentes échelles, avec des niveaux de qualité, de bruit différents qu'il faut aussi prendre en compte. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis tout ça en place, on arrive à produire ce genre de carto. Donc, ça, c'est le niveau 1 dont je vous parlais. Donc, on commence par séparer l'eau, donc la surface immergée de la surface émergée, végétalisée. Au niveau 2, donc, on passe aux algues rouges, vertes et brunes. Donc on peut commencer à voir apparaître les ceintures rouges, vertes et brunes. Et puis dans les minéraux, on va chercher les différentes granulométries, rochers, galets, sable. Au niveau 3, on passe au niveau espèce dès qu'on peut ou groupement quand on ne peut pas. Donc on commence à voir apparaître voilà, des discriminations sur les substrats, notamment les sables différentes. Et puis sur les algues, on commence à voir apparaître les ceintures, donc les ceintures à bifurcaria, les fucales, les immentales, les algues vertes, etc. Et donc au niveau 4, on intègre en plus l'étagement grâce aux données topo bâties, notamment des données de litho 3D, qui sont très très utiles ici pour ce genre de carto. Et donc on arrive à cartographier comme ça les biocénoses principales et les ceintures algales. Voilà, un petit focus sur ce niveau 4 où on voit ici par exemple, donc ici typiquement les trois ceintures, hein, la ceinture aux trois types de fucus, donc pour ceux qui connaissent, Spiralis, Vesiculosus, Serratus, qui sont spectralement identiques, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes caractéristiques spectrales, mais elles sont différentes de par leur étagement sur l'estran. Et donc en prenant en compte la topo locale, qui est un proxy de l'étagement de l'algue, on arrive à différencier ces types de ceintures. Voilà. Et donc, in fine, on arrive à sortir ce genre de cartos, donc des cartos qui sont, encore une fois, pas des cartos typologie d'habitat, mais des cartos des ceintures. Donc ici, là, encore une fois, la ceinture alimentale, par exemple, en bas d'estran, la ceinture d'asco, les patchs d'algues vertes, d'algues rouges, les fucus, même les dépôts d'algues qui sont cartographiables également. Voilà. Et on a aussi produit un autre type d'information qui est une information en fausse couleur, on va dire, mais qui essaye de représenter au mieux toute la richesse spectrale de l'information contenue dans l'imagerie de base. Donc ce n'est pas des couleurs naturelles. Par contre, c'est des données qui sont maintenant utilisées pour ces process de carto plus classiques pour aller sur le terrain et justement faire les cartos aux typologies type Nice en extrayant les polygones de ce type de données qui sont plus informatifs qu'une simple photo aérienne, par exemple, ou qu'une photo satellite RGB.
Voilà. Du coup, ensuite, ça a été appliqué à l'ensemble de la zone. Donc ici, j'ai représenté l'ensemble de la carte des estrandes ouessants. Donc on voit qu'on peut passer à l'échelle. On n'est pas uniquement basé sur un tout petit zoom. Aujourd'hui, on peut passer à l'échelle avec ce genre d'approche. Évidemment, il y a tout un protocole de validation terrain pour s'assurer que ce qu'on fait, c'est qualitatif. Donc avec la quantification des indicateurs de précision, où on voit qu'effectivement, plus on monte dans les niveaux, moins on est qualitatif, forcément, mais on reste jusqu'au niveau 4 sur des niveaux de qualité tout à fait intéressants. Voilà, et donc à partir de ça, on peut faire des statistiques sur les types d'algues, combien il y en a, comment elles sont réparties, quelles sont les surfaces et tout ça. Et donc ça donne une baseline, par exemple, qui peut être revisitée pour faire le suivi de l'évolution de ces ceintures. Voilà, donc c'était l'objet principal. Et donc quelques perspectives à ce travail. Donc l'imagerie hyperspectrale, ça permet aussi, par la richesse spectrale, on en a un petit peu parlé hier, c'est David Doxaran qui l'a évoqué, permet de séparer l'information qui vient de l'absorption et de la diffusion de la colonne 2 de l'information ou de la partie de l'information spectrale qui a interagi avec le fond et où il y a eu un processus d'interaction et de réflexion du fond. Et donc la richesse spectrale permet de séparer ce type d'information et donc d'extraire notamment par inversion de modèle de transfert radiatif dans la colonne 2 la bathymétrie. Donc ça permet aussi de faire des cartes de bâti en petit fond. Donc ça, c'est le type de produit complémentaire. Et donc d'estimer la réflectance du fond dans laquelle on a enlevé justement ces composantes d'absorption-diffusion dans la colonne d'eau. Et donc ça permet de faire de la carto avec de l'information spectrale sur les petits fonds qui n'est pas disponible dans les données multispectrales. C'est-à-dire qu'en multispectral, on n'est pas capable de séparer précisément ces informations-là, et donc d'avoir une richesse d'informations spectrales sur le fond suffisante, par exemple, pour séparer des algues rouges, des algues vertes, des algues brunes, des choses comme ça. Donc l'hyperspectral permet de faire ça, donc c'est des perspectives à ça. Et donc pour faire le lien aussi avec l'objet de l'atelier, donc on a un système qu'on a développé dans le cadre d'un SCO, donc un Space Climate Observatory qui s'appelle Lithosat et qui sera présenté cet après-midi par Marie Jagaï qui est dans la salle. Donc je vous invite à aller voir cet outil-là. Donc c'est un outil cette fois satellitaire qui va agréger des données satellitaires au fil de l'eau dès qu'elles sont disponibles et qui tourne en parallèle avec un modèle de marée pour créer des mosaïques qui sont dépendantes du niveau de marée à la volée tout le long du littoral à grande échelle. C'est-à-dire qu'ici, Lithosat, il tourne sur la Bretagne, sur la Normandie, sur les Hauts-de-France, sur l'Ouest méditerranéen maintenant. Et donc, on voudrait intégrer petit à petit, donc ça c'est une vision, on va dire, suivi saisonnier, grande échelle, faible résolution, même si ici c'est des données Sentinel-2, donc on est quand même à 10 mètres de résolution, mais on voudrait intégrer des suivis beaucoup plus précis par hyperspectral aérien dans ce type de plateforme Lithosat pour faire des suivis locaux plus fins, et notamment des suivis d'évolution d'écosystèmes côtiers. Voilà, et donc ça peut potentiellement avoir un lien avec les dynamiques Dataterra et avec un certain nombre de produits de Dataterra qui nous intéresseraient aussi d'intégrer dans Lithosat, et vice-versa, pourquoi pas, des flux Lithosat seront disponibles aussi pour intégrer, pourquoi pas, avec des sorties Dataterra. Je vous remercie.